À la une ce soir, la journée internationale de la solidarité humaine. Dans cette édition, la déclaration du gouvernement ivoirien. Un plan d'assistance et de protection des personnes touchées par la crise post-électorale. Document présenté par la coordination des Nations Unies en Côte d'Ivoire. Enfin, dans quelques heures, le second tour de la présidentielle en Tunisie. Le pays a clôturé hier la campagne électorale. Madame, Monsieur, bonsoir et soyez les bienvenus sur ce plateau. Nous sommes le 20 décembre et c'est aujourd'hui la journée internationale de la solidarité humaine. L'événement institué par les Nations Unies veut nous rappeler l'importance de la promotion d'une culture de solidarité et d'un esprit de partage, deux notions pour lutter contre la pauvreté dans le monde. Et à l'occasion de cette célébration, la ministre de la Solidarité, Anne-Désirée Ouloto, a produit une déclaration au nom du gouvernement ivoirien. On fait le point avec Franck Quadio. Le 20 décembre de chaque année, le monde entier commémore la journée de la solidarité humaine, une journée proclamée en 2005 par les Nations Unies. Elle vise à montrer l'importance de la promotion d'une culture de solidarité et d'un esprit de partage pour lutter contre la pauvreté. Cette journée rappelle l'importance de la solidarité comme une des valeurs fondamentales et universelles sur lesquelles devraient reposer les relations entre les peuples et les nations. Plusieurs actions de solidarité sont entreprises par le gouvernement en faveur des populations. Le gouvernement, sous la houlette du président de la République, son Excellence M. Alassane Ouattara, a initié une série de mesures visant à réduire de manière significative la vulnérabilité sociale des populations. Il s'agit entre autres de la gratuité ciblée des soins de santé, de la mesure de gratuité effective pour les frais d'inscription et de scolarité, du Fonds d'appui aux femmes de Côte d'Ivoire, le FAFSI, initié par Madame la Première Dame de Côte d'Ivoire, Madame Dominique Ouattara, et qui aura permis à plus de 40 000 femmes de bénéficier d'activités génératrices de revenus. Et au ministre de conclure, au-delà des efforts accomplis par le gouvernement, la solidarité, qui est un lien social d'engagement et de dépendance réciproque, doit être perçue par chacun comme une action citoyenne à même de nous inciter à nous impliquer davantage dans toutes les initiatives de développement. Et pour matérialiser cette solidarité célébrée aujourd'hui, les Nations Unies s'engagent à accompagner le gouvernement ivoirien dans son processus de consolidation de la paix. La coordination des Nations Unies en Côte d'Ivoire a présenté son plan stratégique d'action pour les 6 prochains mois. Ce programme vise essentiellement à apporter une assistance et améliorer la protection des populations affectées par la crise post-électorale. Les explications de Mamadou Kwasi et Geoffroy Okambawa. Dernière session de l'année pour le comité de coordination élargi, CCE. Ce comité qui regroupe les représentants du système des Nations Unies en Côte d'Ivoire vient présenter au ministre de la Solidarité, de la famille de l'enfant, Anne-Désirée Ouloto, son plan global d'action humanitaire. Un plan qui vise plusieurs axes majeurs, notamment la réponse à la maladie à virus Ebola, l'éducation et la sécurité alimentaire. La dernière session de cette année, qui nous a permis de faire le point sur la stratégie humanitaire qui a été préparée, qui avait été donc adoptée lors d'un CC présidé par le Premier ministre au mois de juillet dernier, et qu'il a fallu actualiser pour tenir compte des besoins de l'année 2015. Et donc, notamment, définir les coûts liés donc à la mise en œuvre de ce plan humanitaire, qui porte essentiellement sur les besoins résiduels. Parce que, comme on l'a dit, le pays est sorti de la crise et que donc les besoins humanitaires ont beaucoup baissé du fait donc des investissements qui ont été faits par le gouvernement sur beaucoup de secteurs, notamment dans les secteurs sociaux. Au cours de cette rencontre, la ministre Anne-Désirée Ouloto a traduit l'engagement de son département ministériel à appuyer les actions de ce comité qui s'inscrivent dans la politique du gouvernement. Notons que ce plan d'action va s'étendre sur une période de 6 mois. On poursuit ce journal avec un tout autre sujet. En 2010, le Fonds interprofessionnel pour la recherche et le conseil agricole finançait le programme régional de protection intégrée du cotonnier en Afrique.
Aujourd'hui, les résultats de cette recherche sont connus. Ils ont même été communiqués à l'ensemble des acteurs de la filière coton de 6 pays ouest-africains, dont la Côte d'Ivoire. Détails et explications de Eugène Atoubé. Plus de 3 ans de recherche pour donner à la filière coton un nouvel élan. Le programme régional de protection intégrée du cotonnier en Afrique, PRPK, a identifié les problèmes et les pesanteurs à cause desquels les champs de coton présentaient des faibles productivités et comme conséquence, la baisse des revenus des cotonculteurs. Une stratégie globale de gestion intégrée des ravageurs nuisibles du cotonnier et des risques de résistance aux insecticides, d'intoxication et de pollution environnementale a été proposée à l'ensemble des acteurs de la filière coton. Ces ravageurs peuvent à eux seuls induire des pertes de récolte qui peuvent aller de 30% jusqu'à 100%. C'est-à-dire que si vous ne luttez pas comme ces ravageurs, vous allez perdre au moins un tiers de votre production. Le programme régional de protection intégrée du cotonnier en Afrique pour le volet Côte d'Ivoire est financé par le FIRCA à la demande de l'Intercoton et mis en œuvre par le CNRA, Centre national de recherche agronomique. Autant le PRPK permet aux producteurs de coton de maîtriser l'émergence de certains ravageurs et leur résistance aux insecticides, autant il va contribuer à l'amélioration de la productivité du cotonnier et à l'accroissement des revenus des producteurs. Et comme le recommande le PRPK, il sera nécessaire de redynamiser les relations entre le CNRA et les sociétés cotonnières pour une meilleure prise en compte de toutes les préoccupations de la filière coton. À plus de 200 km au nord d'Abidjan, Yamoussoukro, la ville a accueilli récemment l'investiture de la nouvelle présidente de l'association des femmes Oué. Yinon Agnès Vao veut surtout contribuer au renforcement de la cohésion sociale à Yamoussoukro. Un reportage de Kader Sogodogo de RTI Boaké. L'association des femmes Oué de Yamoussoukro a désormais une présidente. Il s'agit de Yinon Agnès, épouse Vao. La présidente des femmes Oué a été investie en présence des autorités de Yamoussoukro, des cadres et élus ressortissants Oué. L'UFEWI a pour mission de favoriser, de vulgariser et de maintenir l'esprit d'union, de fraternité et de solidarité au sein des femmes Oué de la capitale politique d'une part et d'autre part entre ces femmes et celles des autres régions du pays. La présidente de l'UFEWI, qui souhaite bénéficier du soutien des autorités des départements Oué, invite ses sœurs à plus de solidarité en vue de réussir la mission assignée à cette organisation. La solidarité que nous incarnons est une valeur ancienne dans les sociétés africaines, nos sociétés. Si nous sommes unis et solidaires, nous renforcerons les sentiers de la réconciliation dans lesquels nous sommes déjà engagés. Les intervenants ont traduit leur reconnaissance et soutien aux femmes Oué. Ils les ont exhortés à l'union, à l'attente, à la cohésion et à la paix pour leur épanouissement économique et social. Ce sont des dames de divers horizons, de diverses couches sociales, et elles ont un projet commun, mettre ensemble tout ce qu'elles ont comme ressources pour arriver à apporter leur contribution au lieu où elles sont et de prolonger cela au niveau des différents départements qu'elles représentent. Plusieurs dons ont été faits à l'association des femmes Oué. L'UFEWI regroupe les femmes Oué issues des régions du Kavali et du Guémou, vivant à Yamoussoukro. Vote aujourd'hui au Libéria, malgré le virus Ebola. Les populations étaient aux urnes pour renouveler la moitié des sièges du Sénat. Le scrutin reporté plusieurs fois en raison de la fièvre hémorragique s'est déroulé sans incident. En Tunisie, les derniers préparatifs aujourd'hui du second tour de la présidentielle. Ce scrutin historique qui aura lieu demain, dimanche 21 décembre, va opposer le président sortant Monsef Marzouki aux favoris Béji Caïd Essebsi. Près de 5,3 millions d'électeurs sont appelés aux urnes. En République démocratique du Congo, un assaillant tué par balle par l'armée après une attaque menée la nuit dernière dans l'est du pays. Selon une source militaire, 8 rebelles ont été également capturés avec leurs armes blanches, des flèches et machettes. Les États-Unis et Cuba normalisent leurs relations diplomatiques. Les autorités américaines ont même affirmé récemment qu'elles étaient prêtes à accueillir le président cubain. Décision saluée par Raúl Castro.
Dans les rues de la Havane, la nouvelle du dégel des relations entre Cuba et les États-Unis est bien accueillie. Je pense que le président des États-Unis, Obama, a dit quelque chose de très gentil en dépit des différences. Et s'il y a une relation avec la Chine, qui a sa propre politique, et s'il y a une relation avec le Vietnam, alors pourquoi est-ce que les États-Unis n'auraient pas de relation avec Cuba? Je pense que tous les Cubains sont très heureux parce que le blocus est en place depuis plus de 50 ans, comme l'hostilité entre Cuba et les États-Unis. Mais les deux pays méritent d'être amis. Tout le monde devrait bien s'entendre. Le réchauffement de l'axe Washington-La Havane s'accompagne d'un assouplissement de l'embargo. Ainsi, pour la première fois depuis des décennies, les Américains pourront désormais utiliser leurs cartes de crédit à Cuba et les institutions américaines pourront ouvrir des comptes dans les institutions financières cubaines. Le plafond pour l'envoi d'argent depuis les États-Unis vers l'île passera de 500 à 2000 $, soit de 250 000 à 1 million de francs CFA. Un soulagement pour les Cubains. Je pense que c'est bien pour les deux pays de restaurer les échanges commerciaux, mais surtout pour le peuple cubain d'avoir une autre perspective économique, d'avoir une autre vie. Barack Obama compte également lever dans les prochaines semaines les restrictions de voyage vers Cuba pour les 12 catégories de voyageurs actuellement autorisées sous conditions. Les principales dispositions du blocus commercial instauré en 1962 par le président Kennedy sont maintenues, en attendant leur éventuelle levée par le Congrès. Un Congrès désormais contrôlé par les républicains, en majorité hostile au rapprochement avec Cuba. Les débats s'annoncent donc houleux sur la levée du plus vieil embargo du monde. Des explications de Sylvie Touré. Allez, le sport pour terminer. La deuxième édition des Jeux scolaires et universitaires qui se tient actuellement à Korogo fait la promotion de la pratique du sport à l'école. On le sait, la motricité, la coordination et la tactique sont autant d'habiletés qui participent au développement moteur de l'élève et de l'étudiant. Les explications de Sébastien Ougna. La promotion de la pratique du sport à l'école est l'un des objectifs que s'est fixé l'OASU, Office ivoirien des sports scolaires et universitaires, à l'occasion de la deuxième édition des Jeux organisés à Korogo. Face aux élèves, le président de la Fédération sportive scolaire de l'enseignement primaire, le professeur Yapo Ako Marcel, a mis l'accent sur les méthodes utilisées par le système éducatif pour arriver à développer l'intelligence de l'enfant à partir du sport. Comment stimuler sa croissance? La pratique sportive offre à l'enfant un plateau pour son éducation globale. Et tout enfant doit passer par là. Et ces enfants-là doivent pratiquer le sport dès maintenant. Parce qu'à travers les questions qu'ils ont posées, nous avons eu l'impression qu'ils se disent qu'ils n'avaient pas encore l'âge de pratiquer le sport. C'est maintenant qu'il faut pratiquer le sport. Nous leur disons ça. C'est mettre à l'œuvre pour faire leur expérience et devenir des citoyens de demain qui seront capables de diriger ce pays. Les élèves qui ont suivi cette conférence ont compris la nécessité de la pratique du sport à l'école. J'ai retenu que le sport, c'est une chose très importante pour la santé et même en classe aussi, le sport avec nous. Je leur dirais de beaucoup pratiquer le sport. Et même, à part le sport même, de travailler en classe pour être le meilleur, pour devenir les meilleures élites de la Côte d'Ivoire. En un mot, la pratique du sport à l'école favorise l'épanouissement de l'élève. Il faut surtout retenir que le sport à l'école est égal à l'élite sportive performante de demain. Voilà, très belle soirée à tous sur RTI2 et on se retrouve demain, dimanche, avec beaucoup de plaisir.